chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner qui vous vient tous les jours quand il est 9h. Merci de nous pratiquer un peu à travers tout le réseau synchronisé du groupe Kavi Media. Vous nous suivez un peu partout à travers le pays. Merci de votre fidélité. Vous nous pratiquez également dans la sous-région. Merci de nous suivre du côté de la Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre à Gagnewa, à Daloa. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter également à Dakar. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Au menu de ce matin, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a récemment invité les délégations spéciales, les chefs de quartier, les PEB à une rencontre d'échange autour de la gestion des ordures en Guinée. Objectif, trouver une solution définitive à l'insalubrité grandissante en impliquant davantage tous les acteurs. Et ce samedi, la ville de Conakry a connu une journée d'assainissement qui a occasionné une forte mobilisation des autorités à plusieurs endroits. Toutes ont dénoncé le mauvais comportement de certains citoyens qui refusent de s'abonner au PMI. Comment la CONAG a-t-elle accueilli les nouvelles orientations du ministre Aboubacar Kamara? Qu'est dit le schéma directeur d'assainissement et quelle sera sa partition dans ces nouvelles talents amorcées par les autorités? Élément de réponse à suivre avec notre invité Sekou Keita. Il est le coordinateur national des acteurs d'assainissement de Guinée. Et puis sur le continent au Mali, lancé ce vendredi 5 décembre, la coalition des forces pour la République entend fédérer une opposition non violente face aux militaires au pouvoir, dirigée désormais par l'imam Mahmoud Diko et l'universitaire Étienne Fataba Sissoko. Ces mouvements visent le retour à l'ordre constitutionnel, la restauration des libertés fondamentales et l'ouverture d'un dialogue politique. Selon ces initiateurs, cette plateforme rassemble de personnalités majeures de la société civile et d'anciens responsables politiques dont les noms pour des raisons de sécurité ne sont pas encore rendus publics. Cette question, cette nouvelle dynamique pourra-t-elle faire fléchir les militaires au pouvoir? Décryptage à suivre dans cette émission. Au Bénin, après la tentative de coup d'État survenue dans la matinée de ce dimanche, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce le déploiement immédiat de sa force militaire en attente pour appuyer les forces républicaines afin de préserver l'ordre constitutionnel. Le président béninois Patrice Talon est apparu ce dimanche dans une allocution diffusée en direct à la télévision nationale. La situation est maîtrisée et cette forfaiture ne restera pas impunie. Une dizaine de militaires seraient mis aux arrêts et d'autres en fuite, a-t-il déclaré.
Comment peut-on interpréter cette énième tentative de coup d'État dans un espace sous-régional secoué par une instabilité politique et sécuritaire? Analyse à suivre dans la dernière partie de cette émission. Mesdames et messieurs, voilà le menu de ce matin. Installez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. C'est parti pour 90 minutes de débat avec moi dans ces studios et sur ce plateau. Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yahya Diallo, bonjour à tous. Yann Chachek, le Golden Boy, bonjour. J'ai pas eu tort. Bonjour Yahya. Le retardataire. Ça se passe bien? Très bien. Très bien. Bonjour. Alors, en attendant que l'invité ne soit là, parce qu'il est pris dans les bouchons, il faut le dire, Mohamed, ce samedi, nous avons, assisté à un assainissement par endroits, même si nous constatons déjà la présence aussi de certains tas d'ordures. Mais on peut dire par là que c'est un pas vers peut-être l'objectif fixé. Ah ben, on est quand même habitué à cela. Hein? Du premier samedi, on est arrivé. Du dernier samedi de chaque mois, on est tombé dans le premier samedi de chaque mois. Et finalement, c'est une autre forme. En même pour le moment, il faudra attendre peut-être de voir, disons, la succession de ces événements d'assainissement. Mais pour le moment, si on s'en tient quand même à ce qu'on a vu ici, pour le moment, il faut dire que c'est loin de la stratégie qu'il faut pour débarrasser Conakry de toutes ces montagnes d'ordures, il faut le dire, parce que Conakry est très sale, ce qui interpelle aujourd'hui plus d'un, il faut quand même le souligner. On attend à de véritables solutions, notamment des partenariats avec des sociétés, disons, d'assainissement, comme on a vu ici avec, dans un passé récent avec Al Bayrak. Il faut quand même le dire que dans un premier temps, c'est-à-dire au démarrage des activités de cette société-là, il y avait quand même une réduction, si on peut le dire comme ça, du volume d'ordures. Mais après tout, l'État s'est avéré, selon nos informations, mauvais payeur, et finalement, on a vu... Attention Mohamed, percevait près de 10 milliards par mois ici. Finalement, c'est une saignée financière. Quand vous demandez la société, la plupart ont dit que l'État était mauvais payeur, surtout vers la fin. C'est ce qui avait quand même ralenti dans un premier temps. Je dis bien selon nos informations, c'est ce qui avait ralenti les activités sur le terrain de la société. Et finalement, vous avez vu aussi que le comportement de la société vis-à-vis de certains travailleurs n'était pas aussi comme ça. De grève en grève, on a finalement assisté presque à la mort certaine de cette société d'assainissement. Et aujourd'hui, le gouvernement est dans un nouvel élan. Il faut quand même le dire. Il y a un nouveau délai qui est là, délai de 3 mois de sortir de cette montagne ou de ces différentes montagnes d'ordures que nous connaissons dans le pays. Il suffit aujourd'hui de faire un tour même à Kaloum qui abrite quand même l'administration en grande partie pour comprendre jusqu'où on a quand même du pain à la planche par rapport à cette lutte contre l'insalubrité. Ce n'est pas une question de mobilisation, parce que dans le passé, on vient juste faire des selfies, prendre des photos et on les publie. Malheureusement, ça ne paye pas, parce que sur le terrain, la réalité et ce qu'on nous dit, vous allez comprendre qu'il y a une distance fleuve entre les deux. Nous avons vu même le président de la République ici sur le terrain, et du côté de Kassa, ici à Conakry, et qui était, disons, dans les premiers rangs en termes d'assainissement. Mais malgré tout cela, il faut dire que ça n'a pas quand même porté fruit. Et moi, j'ai bien aimé cette scission, notamment des départements ministériels, parce que avant, il faut quand même le dire que ce département faisait partie d'un département où il y avait beaucoup de branches, notamment on parlait d'hydrocarbures, on parlait de l'énergie, on parlait d'assainissement. Donc
il y avait beaucoup d'objectifs à définir, un portefeuille très rempli pour le ministre qui était là. Mais aujourd'hui, on peut quand même dire que le ministre actuel, il a une possibilité quand même d'inverser la tendance. C'est bien possible si on a la volonté et surtout les moyens. Parce que Aboukar Kamara, vous ne pouvez pas dire quand même peut-être que la volonté lui manque, mais peut-être les moyens peuvent lui manquer. Et c'est à ce niveau encore, il faut interpeller le gouvernement parce que s'il n'y a pas de moyens, peu importe la politique que nous allons adopter, ça va encore se solder par un échec. Et nous avons vu et nous avons toujours dit qu'il faut aujourd'hui valoriser les PME. Et c'est très important d'être rigoureux vis-à-vis de l'application de ces partenariats qui pourraient lier le gouvernement à ces différentes PME-là. Et si cela n'est pas fait, nous savons comment ça se passe dans nos différents quartiers. C'est du laisser aller et si ça continue, ce délai qui est fixé ne sera qu'un autre délai qui se rajoutera à d'autres qui ont déjà échoué. Évidemment, Yamoussa Cheikh Camara, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci peut-être c'est la bonne puisque l'ultimatum quand même vient du chef de l'État. Dans 3 mois, il faut rendre fondamentalement la ville de Conakry propre. C'est le ministre. Non, mais ça n'a pas changé. Hein. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes procédés. Et si vous remarquez, c'est encore un samedi qui a été choisi avec la même façon de faire. Bon, moi, je ne trouve pas un peu de changement, ou même trop de changement, s'il y en a un peu, mais pas trop de changement dans la façon de faire. Ce qu'il faut dire, il faut encore rappeler tout à l'heure, parce que vous avez insisté là-dessus, Yaya. Il faut quand même rappeler à ces autorités qu'elles se sont fixées un délai de 90 jours pour rendre la ville de Conakry propre. Et ce délai de 90 jours ne peut pas se concrétiser avec des opérations de matu-vu. D'accord? Mohamed l'a dit, on part souvent pour prendre des selfies, prendre des photos, faire des accolades et faire semblant de ramasser des ordures alors que ce n'est pas ça. Et puis ça se limite un peu au discours accompagné par la presse, disons, il faut le des selfies, totalité, et disons, on se retrouve après, dans l'après-midi pour dire qu'il y a eu opération d'assainissement dans telle commune, dans telle circonscription, un peu partout, mais ce n'est pas le cas. Et vous allez comprendre qu'après la journée d'assainissement, le soir, vous allez encore voir les mêmes ordures éparpillées partout. Donc à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui est fait pendant cette journée d'assainissement? Si toutefois la journée, on passe des heures à prendre des photos et à faire semblant de ramasser des ordures, et puis la nuit ou la soirée, on se retrouve avec la même situation. Ça ne va pas résoudre le problème. Le lendemain d'ailleurs, ça s'empire. Donc, il faut quand même questionner et dire à ces autorités que ça ne se limite pas qu'aux prises de parole ou à des déclarations déclarations d'intention. Voilà, des déclarations d'intention de telle sorte qu'on va en finir avec les ordures dans 3 mois. Il faut une politique, d'ailleurs une bonne politique d'assainissement, mais aussi des réformes structurelles, structurelles également, mais aussi une bonne méthode de transformation de ces ordures. Aujourd'hui, on dénonce l'incivisme des citoyens, d'accord, de ne pas s'abonner aux PME, leur réfi entre autres. C'est le constat des autorités. Ces PME, moi je pose toujours la question, lorsque ces PME aussi, on s'abonne à ces PME, lorsque ces PME collectent des ordures dans nos différents quartiers, dans les différents points de la précollecte. Voilà, de la précollecte et tout, où elles vont déposer ces ordures. Étant donné qu'on sait la situation du principal dépotoir d'ordures que nous avons du côté de Dar es Salaam, on sait ce qui se passe là-bas aujourd'hui, on ne peut pas compter sur ce dépotoir d'ordures, puisque derrière, il y a d'autres conséquences néfastes qui tournent autour. Alors, est-ce qu'on a trouvé un autre dépotoir d'ordures ailleurs, pas ressembler aussi à celui qui se trouve à Dar es Salaam? Tout ça là, c'est des questions. Plus il faut quand même comprendre que ces PME là, lorsqu'ils collectent ou précollectent des ordures, on ne sait pas où ces ordures sont aussi déposées. Et donc derrière, ça veut dire qu'on essaye juste de débarrasser des foyers, d'accord, des ménages, de déplacer juste les ordures. De déplacer juste des ordures. Voilà, de déplacer juste des ordures et les mettre de l'autre côté. Donc tant qu'on a politique, d'accord, de transformation des ordures, on
ne peut pas estimer sur un projet d'assainissement dans ce pays. On a beau voir tout ça depuis le temps Alpha Condé, des initiatives présidentielles d'assainissement à travers toute la ville de Conakry. Ça a commencé par les premiers samedis, ensuite les derniers samedis de chaque mois, et c'est la même façon de faire. Vous ne pouvez pas nous dire qu'avec les autorités qui sont aujourd'hui en place, que la méthode a changé. Ça n'a pas changé. On fait appel à un rassemblement ou à un regroupement partout. On sort des communiqués parfois qui ne s'épousent même pas. On voit beaucoup de communiqués d'ailleurs. Et puis, on bloque la circulation d'un moment à l'autre. On empêche des paisibles citoyens à vaquer à leur occupation. Mais ça ne se limite pas qu'à cela. Mais ce n'est pas le cas ce samedi. C'est vrai oui, mais le premier communiqué qui était sorti, c'était ça. Il fallait bloquer la circulation. Mais le ministre s'était rétracté. Voilà, c'est rétracté. On a compris que peut-être qu'il fallait pas épouser les mêmes méthodes. Un deuxième communiqué est sorti pour dire que oui, à quelques endroits, les gens peuvent vaquer à leur occupation. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois qu'on doit procéder, à chaque dernier samedi du mois, on doit procéder à une opération d'assainissement, il faut empêcher des gens de circuler, il faut empêcher... Non. Mais non, donc il faut empêcher à ce qu'on salisse la ville. C'est ça la vérité. Comment empêcher de salir la ville? Les autorités doivent avoir des méthodes adéquates par rapport à cela. Sinon, à tout moment, on sera confronté à cette histoire d'assainissement, mais on n'en sortira jamais. Et tant qu'il n'y a pas une bonne politique, on ne peut pas s'en sortir. Il faut des moyens. La volonté, peut-être, ça ne manque pas. Et même les ministres précédents, ils n'étaient pas en manque de volonté. À un moment donné, on a même vu l'initiative était même présidentielle. Justement. Et donc, ce que le président de la République lui-même n'a pas réussi, c'est pas un ministre qui va réussir ça. Donc, derrière, il faut conjuguer tous les efforts. Le président vient juste pour donner un coup de pouce. Sinon, il y a des services dédiés à cela. Bien cela. Alors, c'est pas seulement ces instructions qui comptent. En 3 mois, il faut débarrasser la ville de Conakry. Il faut déployer des moyens. Et ces moyens qui seront mis en place, il faut les utiliser à bon escient. Il ne faut pas se limiter seulement qu'à des déclarations de circonstances. Moi, je pense... comme tout le monde, que la ville de Conakry est sale aujourd'hui et elle a besoin d'être sauvée. Peut-être cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis voilà, autant pour nous de recevoir notre invité dans ce studio, sur ce plateau. Nous marquons une toute petite pause. On revient dans un instant. Je vous l'annonçais au sommaire de cette émission, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a récemment invité les délégations spéciales, les chefs des quartiers et les PMI à une rencontre d'échange autour de la gestion d'ordures en Guinée. Objectif, trouver une solution définitive à l'insalubrité grandante en impliquant davantage tous les acteurs. Et ce samedi, la Conakry a connu une journée d'assainissement
qui a occasionné une forte mobilisation des autorités à plusieurs endroits. Tout ont dénoncé le mauvais comportement des citoyens qui refusent de s'abonner au PMI. Ces questions, comment la CONAC a-t-elle accueilli les nouvelles orientations du ministre Aboubacar Kamara? Que dit le schéma directeur d'assainissement? Que dit le schéma directeur d'assainissement? Que compte-t-il faire dans ces nouvelles talents amorcées par les autorités? Élément des réponses à suivre avec notre invité, Sékou Keita. Il est le coordinateur national des acteurs d'assainissement de Guinée, ici présent dans ces studios et sur ce plateau. Bonjour, monsieur Sékou Keita. Bonjour, monsieur Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi. Alors, cette question, comment avez-vous accueilli ces nouvelles orientations, cet appel du ministre Aboubacar Kamara, ministre de l'Hydraulique, par ailleurs aussi chargé d'assainissement dans notre pays ici? Je pense que c'est une très bonne initiative du fait d'appeler tous les acteurs autour d'une table pour trouver solution à ces problèmes d'assainissement. C'est une très bonne initiative. Bien. À partir du moment où nous avons une feuille de route déjà depuis belle lurette que nous appelons le schéma directeur, qui consiste à mettre en chaîne, une chaîne au sein de l'assainissement. Il y a la précollecte, il y a le transfert et la gestion de la décharge. Donc, dès qu'un nœud ou un maillon de cette chaîne touché, ça joue sur l'ensemble. Je pense que c'est ce qu'il faut renforcer en plus de ces actes de sensibilisation pour une sortie honorable de cette situation d'insalubrité. Alors, depuis des moments, on assiste à des initiatives même présidentielles qui engagent des ministres à procéder à des opérations d'assainissement, ne serait-ce qu'une fois dans le mois. On a assisté à des samedis d'assainissement ici, soit les premiers ou les derniers, et jusqu'à présent, c'est la même méthodologie de débarrasser Conakry de ces tas d'immondices qui existent. Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous, monsieur Sékou Keita? Je pense que c'est la bonne méthode, mais je pense que ça ne devrait pas persister autant. Le moment là devrait trouver qu'on a une solution à notre question d'insalubrité. Mais le problème, ça se situe à d'autres niveaux aussi. C'est vrai, avec le principe des 3 S, le service, la sensibilisation et la sanction. Oui, en dernier ressort. En dernier ressort, il faut avoir des infrastructures et le matériel du travail. Oui. Aujourd'hui, nous avons un déficit criard d'infrastructures de gestion des déchets. Le centre d'enfouissement technique ou la décharge, comme nous m'appelons décharge, ça n'existe pas en Guinée. C'est un des gros problèmes. C'est ce qui joue non seulement sur le transfert, mais sur le travail des PME à l'intérieur des quartiers. Si vous avez remarqué, tout le monde dit à l'intérieur des quartiers, les PME ne font rien, les PME ne font rien. Allez-y dans les ZTT, les points de regroupement, là où les PME, leur rôle, c'est défini dans le schéma directeur. Vous ramassez sur les abonnés, sur les ménages, et vous stockez dans un point de regroupement appelé zone de transit et de tri. Une fois dans ces zones de transit et de tri, le travail de la PME, ça se limite là. C'est la commune qui devrait venir avec les moyens de l'État prendre ces déchets maintenant, envoyer à la décharge. Mais aujourd'hui, nous avons un déficit de matériel au niveau communal d'abord, de moyens et de matériel. Le nombre de camions est insuffisant. En plus, c'est en général un lève-conteneur par commune. Et quand ça tombe en panne, il n'y a pas de pièces de rechange. Comment transférer les déchets? Les PME sont bloqués. Et aussi la décharge qui est dans un état lamentable. Un camion peut faire banalement 48 heures quand ça rentre dedans. C'est la machine. Oui, vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui à la décharge de Conakry. Nous venons d'un voyage d'études et d'expérience sur le Bénin. Ça fait même pas encore 2 semaines. Une petite ville. Conakry est plus grand que Cotonou. Ils ont 2 décharges. L'autre, c'est dans les 60 hectares et l'autre, 90 hectares carrément.
Vous voyez? Et ça, ce n'est pas des décharges comme ça, c'est des centres d'enfouissement technique, des vrais centres, là où toute l'équipement est là. Et ils ont 60 ampéroles pour le transfert des déchets des points de regroupement vers la décharge. À Conakry, nous n'avons que 15. Et ces 15-là, tout n'est pas en bon état. Vous voyez le problème? Je pense qu'il faut sensibiliser, il faut sanctionner, mais les infrastructures, c'est important. Le matériel est important. Quand vous prenez le financement aussi, c'est important. Quand vous prenez le Bénin, nous avons été discutés avec les autorités en charge de l'assainissement. On a eu l'occasion de leur poser toutes les questions possibles. On les a demandé comment on fait pour financer. Ouais. On voit que tout est fiable, tout est facile. Comment le financement, ça vient d'où? Ils nous ont dit que l'État béninois finance leurs activités à hauteur de 38 milliards de francs CFA par an. Et quand vous convertissez ça dans le franc guinéen, vous trouvez 600 milliards. Alors qu'en Guinée, c'est 35 milliards de francs guinéens. Conakry est plus vaste que Cotonou, mais les moyens ne sont pas. Partout où ça bouge, c'est l'initiative, c'est par initiative présidentielle. Le premier problème, c'est les moyens, le financement. Le financement est maigre en Guinée. Il faut oser dire les choses face. Alors, nous avons quand même une nouvelle initiative qui vient de naître, présidentielle, il faut le dire. Un nouveau délai vient d'être accordé au ministère des hydrocarbures et de l'hydraulique et des hydrocarbures, qui est aujourd'hui quand même, qui a la responsabilité de nettoyer Conakry, qui il paraît quand même très sale, c'est une réalité. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, là, beaucoup de stratégies, beaucoup de politiques ont été adoptées. Rien ne marche encore. Est-ce que ce nouveau délai, c'est juste encore une science-fiction? Je pense que toutes ces politiques n'ont pas été accompagnées par des moyens. Si on veut que le ministre réussisse, on doit mettre les moyens à sa disposition. Bien. Au lieu de lui donner un délai, il faut mettre tous les moyens à sa disposition, ensuite lui donner un délai. Alors, à l'évidence, la nature des choses sur le terrain, ça n'a pas changé selon vos déclarations. Est-ce que si on s'en tient à cela, ces 3 mois de délai-là ne pourront pas être respectés si le ministère n'est pas appuyé financièrement? Si le ministère n'est pas appuyé financièrement, je pense que nous allons continuer à sombrer dans l'instabilité. Quel qu'en soit le niveau de financement, M. Keïta, est-ce que c'est possible de débarrasser la ville de Conakry de toutes ces ordures dans un délai de 3 mois? C'est la question. C'est possible. Nous avons une base déjà. Nous avons fait le zonage de la ville de Conakry. Nous avons déployé les PMI. Il n'y a pas un seul secteur où il n'y a pas une PMI aujourd'hui. Mais allez-y dans les points de regroupement, vous allez trouver les engins de ces PMI-là, les mototricycles en général, garés, remplis de déchets. Avant-hier, nous avons compté au point de regroupement de Fauchédé 54 tricycles garés, remplis de déchets. Au lieu de faire 3 voyages, 4 voyages, 5 voyages par jour, ils ne peuvent faire qu'un ou au plus 2 voyages. Leur capacité est limitée. Mais s'il y a la fluidité à la décharge, il y a la fluidité dans le transfert. Il y a eu un moment, dans les années 2022-2023, on avait, le schéma avait pris forme. C'est récemment là, avec la défection de la décharge de Dar Salam que le système s'est beaucoup plus dégradé. Et on a vu les déchets traîner par-ci par-là dans la rue, les ménages dont la PMI ne peut pas venir chercher, qui sont abonnés, se voient, personne ne peut vivre avec les déchets. Ils se débarrassent de leurs déchets comme ils peuvent. C'est ça le gros problème. Alors comment assurer cette fluidité au niveau de la décharge dont vous parlez, à l'absence de moyens ou des politiques d'assainissement? Non, pas d'assainissement surtout, mais de politiques de transformation et de recyclage de ces déchets d'ordures. C'est un atout. Les politiques de recyclage, c'est un atout. Mais
il faut avoir les mécanismes, les matériels pour le recyclage aussi. Je vous avoue qu'à date, la Guinée dépasse beaucoup de pays en matière de recyclage, même le Bénin. Leur ville est propre, hein? C'est une réalité. Mais nous avons beaucoup plus de mécanismes de recyclage chez nous en Guinée que chez eux. D'ailleurs, là-bas, la PME est payée. Mécanisme de recyclage. Oui. La transformation des déchets variables. Là-bas, chez eux, nous avons des mini-entreprises qui nous font des dalettes à base de déchets. Ça est là, 36. Mais il n'y a pas de débouché. La dame Mariam Keita, qui a une fabrique de dalettes là-bas, elle en fabrique beaucoup à base de déchets, mais il n'y a pas de débouché. L'État doit avoir une politique de demander à ceux qui construisent les routes ou autre chose d'acheter ces dalettes-là. Monsieur Keita, citez-nous des mécanismes des déchets dont vous parlez, à part la fabrication des dalettes à la base des déchets. Parce qu'on a besoin de savoir. On en a beaucoup. Soja plastique, je donne un autre exemple. Soja plastique qui fabrique les bancos, les trucs, les bassines que les dames utilisent pour laver les trucs. Justement. Nous-mêmes, les poubelles que nous utilisons chez nos ménages aujourd'hui, grâce à la collaboration avec Enabel, un projet financé par l'Union européenne, exécuté par Sanita Ville Propre, nous avons eu assez de poubelles à base de déchets plastiques que nous donnons gratuitement aux ménages qui abonnés à la précollecte. Yeah. Donc il y en a plein. Aussi, les déchets organiques il y a des centres de transformation des déchets organiques en engrais, en bio-engrais. Aujourd'hui, quand vous partez à Symphonia, ça est là, et dans Akbessia ici tout près, on en a 3 qui fonctionnent régulièrement. Mais c'est le problème de déboucher pour tous ces trucs-là. Parce que le Guinéen pense que l'engrais chinois, qui est même rejeté dans d'autres pays, il pense utiliser ces engrais-là et laisser ce que nous produisons sur place. Justement. Le naturel. Alors, vous avez été convié à une rencontre avec le ministre la semaine dernière. Et vous, et les délégations spéciales, les chefs des secteurs, les chefs des quartiers, dites-nous qu'est-ce qui a justement, qu'est-ce qui a changé dans les discours. Est-ce que cette fois-ci, au regard du discours tenu par le ministre, on peut dire que oui, cette fois-ci c'est la bonne, on peut justement débarrasser Conakry de ces tas d'immondices? Moi, je n'en crois pas. Très bien. Parce que pour moi, on n'a pas parlé des vrais problèmes de l'assainissement. Le problème, c'est le problème d'infrastructure et de matériel. Infrastructure, matériel et financement. Tant qu'on n'a pas... Donc c'est les préalables fondamentaux. C'est les préalables. Il faut financer. Le gouvernement doit s'efforcer. Et Barreto nous ont été annoncés il y a longtemps. Depuis dans les années 2019. On parle de... C'est à Kouria, hein? Oui, c'est à Kouria. Justement. On parle de Barreto, mais jusqu'à présent, concrètement, rien n'est fait. Et aujourd'hui, il y a un site à Sanoya, le site de Zakopi, que l'Union européenne même veut construire pour nous, à travers le projet Sanita 2, pour appuyer un peu Dar Salam. Bien. Cette zone peut recevoir des déchets, mais c'est un problème de foncier qui retarde les travaux à ce niveau aussi. Bien. Et si nous avons ce site Jacopi, l'État a réussi à mettre ce site-là à la disposition de Sanita pour l'aménagement, que Dar Salam aussi, on fait un peu d'entretien là-bas. Je pense que pour 2 ans, 3 ans, nous pouvons gérer les déchets et que nous avons un système de transfert fiable. Bien. Le Premier ministre avait aussi tout récemment annoncé que dans les prochaines semaines ou années, la décharge de Dar Salam allait justement être déplacée et éventuellement mettre en place un parc écologique. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces initiatives-là? Est-ce que vous croyez à sa mise en place prochaine? Je me demande
Moi, je pense que c'est des annonces. Je me demande quand on ferme Dar es Salaam actuellement, où le peu de déchets qui sont drainés dans la ville de Conakry, ça va partir. Mais Dar es Salaam est rempli. C'est rempli, c'est vrai, mais on force la situation. C'est là-bas où on peut forcer la situation aussi. Et le fait aujourd'hui de continuer à forcer la situation, est-ce que cela ne risque pas de nous retomber dans ce qu'on a connu ici en 2017, en éboulement? Les risques sont là. Dar es Salaam, c'était une carrière de 6 mètres de profondeur. Aujourd'hui, c'est une montagne de 9 mètres. Incroyable. Les limites sont là. C'est clair. C'est clair. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons un problème d'infrastructure. C'est visible. Mais personne n'en parle. Et personne ne va dans le sens de résoudre ce problème épineux qui assaille le secteur d'assainissement. Chez les autres, c'est 2 ou 3 centres d'enfouissement technique. Nous, c'est une décharge. On jette les déchets en vrac. C'est les autres, c'est un vrai centre d'enfouissement technique. Il y a tout le mécanisme. Il y a une transformation. Oui, non, pas transformation, de gestion des déchets. Ouais. Il y a les compacteurs, il y a la terre qui vient. Tout le mécanisme est là, quoi. Nous avons visité 2 centres d'enfouissement technique à Cotonou. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque le ministre a appelé tout le monde à jouer sa partition, y compris vous. Donc, ça veut dire tout simplement que jusque-là, en tout cas au regard du discours du ministre, vous ne jouez pas pleinement votre mission. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Très bien. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de décharge, il n'y a pas de transfert. C'est le problème majeur aujourd'hui. Le service est là. Le service de précollecte est là. Les mairies ont passé des contrats officiellement à travers un appel d'offres validé par l'ARMP. Et ces PME existent bel et bien. Malgré que ce n'est pas 100%, il y a des PME aussi qui ont des difficultés financières ou matérielles, c'est vrai, mais c'est la moindre des choses. Ces cas-là, on peut régler en un clin d'œil. Les communes peuvent prendre des dispositions, toute PME qui n'honore pas son contrat, la remplacer. Ouais. Ça, c'est aussi simple que ça. Pour moi, ce n'est pas un problème majeur, le cas des PME. Très bien. Parce qu'on peut les remplacer, on peut les retirer leur contrat, on peut tout faire. Mais la question majeure, c'est les infrastructures de gestion des déchets. Les moyens techniques et logistiques. Les moyens techniques et logistiques, et financières d'ailleurs. Bien. Alors beaucoup pensent que depuis le retrait d'Al-Bayrak, Conakry a atteint notre niveau, il faut le dire, dans la gestion de ces ordures. Le niveau d'insalubrité. Donc disons, est-ce qu'on peut compter sur les mairies aujourd'hui dans le cadre de la gestion des ordures, M. Keita? Les mairies à elles seules? Moi, je ne pense pas comme c'est beaucoup là. Al-Barak, même si Al-Barak était là, s'il n'y a pas de déchets, Al-Barak va envoyer les déchets. Le peu de place qui était là, c'est ce qu'Al-Barak exploitait. Et si c'est saturé, oui, il va envoyer les déchets. Aujourd'hui, même si tu envoies n'importe qui, s'il n'a pas là, on va envoyer les déchets. C'est le même problème qui va continuer. On ne peut pas juger les mairies maintenant là, si on ne les met pas dans les conditions. C'est-à-dire la disponibilité d'une décharge ou d'un centre d'enfouissement technique, ouais. Les moyens financiers pour le transfert, ça demande assez de moyens, le carburant. Et si tout est réuni, je pense que c'est pas magique. Alors en quoi les citoyens, eux, sont responsables dans ce cas de figure, puisque dans les discours, on entend souvent le manque de citoyenneté, de civisme, les citoyens qui refusent de s'abonner au PME, étant donné que vous avez rappelé la situation chaotique dont ces PME sont confrontés pour le problème de transfèrement d'ordures. Alors, si aujourd'hui les citoyens ne s'abonnent pas, c'est parce que les PME ne peuvent pas faire. Et si ces PME ne peuvent pas faire, c'est parce qu'au plus haut sommet de l'État, il n'y a pas d'investissement. Ça, c'est une réalité récente. Les citoyens ont toujours refusé de s'abonner, ils ont toujours envoyé les déchets au bord de la route. On a sensibilisé, on a effrayé avec les communes, nous avons été accompagnés par les communes dans les quartiers, les chefs de quartier, les chefs sectaires. Nous avons travaillé ensemble, mais il y a des ménages. Moi-même, personnellement, si j'allais voir un ménage dans le cadre de la sensibilisation,
Je leur ai demandé de s'abonner pour la bonne gestion des déchets. Ça y va dans ton propre intérêt, la santé publique, la santé de ses enfants et tout. Mais le ménage m'a demandé l'abonnement c'est combien et la fin du mois c'est combien. Je l'ai expliqué. Il dit, nga nyuge sarifi nga te sarifi nga ye sarifi manga nyuge sarifi awa Conakry baranyako ntondi. Traduisez ça en français. En français. Non, je paye l'électricité, je paye l'eau, je ne peux pas payer quand même pour la gestion des ordures. Donc la ville de Conakry est devenue douce. Et ces ménages ont continué à sortir leurs déchets au bord de la route. D'ailleurs, la politique d'Al-Barak à l'époque, c'était pas une bonne politique. Il y a une partie des ménages, normalement partout dans le monde. Mais à l'arrivée d'Al-Barak, quand même, nous avons assisté à une réduction. Nous avons vu des résultats sur le terrain. Ça a coûté à l'État ce que ça a coûté à l'État. Et finalement, c'est ce qui a conduit. Mais il faut de l'investissement. Ça a coûté à l'État. Justement, avec un budget colossal. Pourquoi? Avec un budget colossal. Justement. Voilà. Oui. Et pourtant, c'était, pour nous, c'est une injustice aussi. Au même moment, il y a des ménages qui étaient abonnés qui paient leurs propres déchets. Il y a des ménages qui étaient abonnés qui paient leurs propres déchets. Pourquoi eux ne s'abonnaient pas? Ils envoyaient au bord de la route. Est-ce que les PAV, les points d'apport volontaires au bord de la route, c'est le lieu de déposer les matelas? Non. C'est le lieu d'envoyer des tonnes d'ordures. La ville était vilaine. Oui, mais ça d'une part, la responsabilité incombe à l'État. Maintenant que nous avons vu que le ministère a voulu prendre les taureaux par les cornes, notamment la sanction a commencé, et ça quand même, on a assisté à une réduction, c'est-à-dire des citoyens qui sortent souvent mettre quand même des ordures, ou jeter des ordures sur la route. C'est du pire civisme. Moi, je ne peux pas me débarrasser de mes déchets en envoyant chez mon voisin ou en envoyant sur les lieux publics. Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut accuser la société qui était en charge de l'assainissement de la ville de Conakry? Personne n'a accusé quelqu'un ici. Personne n'a accusé quelqu'un. Oui. Alors, revenez un peu sur le schéma directeur. Vous l'aviez annoncé à l'entente de vos propos. C'est vrai que vous parlez d'une chaîne où justement chaque partie de la chaîne doit pouvoir jouer son rôle. Alors, il y a de cela quelques mois, Al-Barak était là, opérait sur le terrain. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un changement dans le cadre de la gestion de ces ordures-là. Quel impact négatif que cela a pu justement avoir sur la gestion de ces ordures-là? Éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la chaîne marche? D'abord, je vais vous dire que Al-Barak continue à travailler. Ah bon? Oui, bien sûr. Al-Barak coopère toujours. Autrement? Dans le cadre de l'assainissement? Dans le cadre de l'assainissement, ils ont des bennes tacheuses qui ramassent toujours le long des grands axes et leurs conteneurs viennent enlever dans les ZTT. Mais Al-Barak aussi a un problème de matériel que beaucoup ignorent. Al-Barak utilisait les moyens de l'État et facturait l'État en plus sur ça. Doublement. Oui. L'État a repris, l'État n'a fait que reprendre son matériel, les camions que Al-Barak détenait. Si Al-Barak avait ses propres moyens... Ce qu'on a mis à la disposition des mairies. Voilà. Très bien. C'est les camions qu'on a retirés et on a mis à la disposition des mairies. Al-Barak devrait avoir ses propres moyens matériels, son parc d'automobiles. C'est ça où beaucoup ne comprennent pas. L'État a retiré le contrat avec... Non, Al-Barak opère toujours. Et quel rôle joue l'ANASP dans ce sens-là? L'ANASP, c'est l'organe régulateur. C'est la direction qui définit la politique d'assainissement. C'est la direction qui cadre l'assainissement au niveau communal, c'est-à-dire de la base jusqu'au sommet. La précollecte, le transfert et la gestion de la décharge. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'ANASP? Nous avons de très bonnes relations avec l'ANASP. Ils ne font rien sans nous consulter. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ils ont aussi un manque de moyens criards. Ça ne veut pas dire que si ça ne bouge pas, ça ne veut pas dire que c'est les mauvais cadres qui sont là, mais c'est les moyens qui manquent. Alors, de votre point de vue personnel ou de votre observation personnelle, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez l'État avec une intention de financer à la hauteur, comme vous venez de le rappeler, comme ça se passe au Bénin, pour finir avec cette question d'insalubrité? Bien sûr, c'est une question de volonté. L'État peut bel et bien. La Guinée est plus riche que le Bénin.
La Guinée est plus riche que le Bénin. J'ai vu les réalités de mes propres yeux. La Guinée a plus de moins que le Bénin. Ils ont là-bas la volonté d'assainir leur vie. Ce n'est pas le Bénin seulement. Nous avons été au Sénégal, nous avons été en Côte d'Ivoire. On a vu partout. Hein? C'est la volonté politique. Aujourd'hui, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, doit s'intéresser davantage. Il ne s'agit pas... Pour moi, c'est un manque d'expérience. Il a la volonté, mais il n'a pas d'expérience. Parce que quand la ville est sale, il fait sortir les militaires. Les militaires aussi, vous avez remarqué le samedi passé. Évidemment. Voilà, il y avait des militaires un peu partout pour nettoyer. C'est l'expérience qui lui manque, sinon il a la volonté. Mais pour connaître réellement le vrai problème, il doit appeler les acteurs et discuter. C'est pourquoi on vous a appelé à travers le ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures. Non, chacun devrait donner... Peut-être c'est pas suffisant. On n'a pas eu le temps suffisant. Chacun devrait s'exprimer sur des solutions définitives à trouver, puisque c'était le cas. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les chefs de secteur et des conseils de quartier, moi j'ai envie de savoir quel doit être normalement leur rôle dans tout ça, puisqu'aujourd'hui la politique utilisée dans les quartiers avec des camions qui rentrent un peu partout, et puis j'entends, moi par exemple dans mon quartier, il y a des chefs de secteur qui rentrent pour dire que sortez les ordures, sortez vos ordures, le camion est là, si le camion part très bientôt, vous ne pourrez plus avoir la possibilité de sortir vos ordures. Est-ce qu'avec tout ça, on est d'accord que ce sont des solutions qu'on veuille trouver pour mettre fin à cette situation? C'est conjoncturel. Ce comportement des chefs de quartier, de certains, parce que ce n'est pas eux tous, de certains chefs de quartier ou certains chefs de secteur, détruit le mécanisme du schéma directeur. Et comment? Merci. Le schéma directeur voudrait que ce soit le ménage qui paie son déchet pour alléger les dépenses de l'État. Parce que partout dans le monde, c'est le ménage lui-même qui paie ses déchets. Partout. C'est seulement en Guinée où les régimes qui veulent aider, qui veulent mettre un système. Au début, on fait la gratuité. Comme ça s'est passé au Bénin. À travers les subventions, oui. À travers les subventions. Ils ont fait 3 ans, personne ne payait les déchets au Bénin. Mais c'est janvier 2025, là, le ménage a commencé à payer. On a réussi, c'est-à-dire, quand on est venu au Bénin, à Cotonou, il y a des aspects où ils nous dépassent, mais aussi il y a des aspects où on les dépasse. Justement. C'est dans le cadre du recyclage, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Yeah. Le principe polaire PR est mieux appliqué en Guinée qu'à Cotonou. Et c'est à l'avantage de l'État. Yeah. Aujourd'hui, quand on commençait l'assainissement dans les années 2017, récent, il n'y avait que 3% des ménages à Conakry qui étaient abonnés au service de précollecte. Ouais. Aujourd'hui, nous dépassons les 50%. Nous dépassons par endroit, c'est 90%. C'est quand vous prenez la moyenne, c'est dans les 56%. On est en train de réussir quelque chose qu'eux, ils n'ont pas réussi chez eux là-bas. Ça veut dire que les citoyens sont en train de comprendre. Les citoyens sont en train de comprendre. C'est une question de service maintenant. Si il y a une disponibilité de décharge, il y a une disponibilité de transfert, le service de précollecte est là. Je pense que dans une année, 2 ans, avec l'interdiction des dépôts de déchets dans les lieux publics, on arrivera à 100%. Et qu'est-ce que vous reprochez à ces chefs de quartier, ces conseils de quartier-là? Vous avez dit que ils voient les ZTT, les points de regroupement, c'est à l'intérieur des quartiers, c'est dans les secteurs, c'est dans les carrés. Et même, ils viennent des fois constater les faits. C'est saturé. Oui. Allez-y à Nongo Cimetière, allez-y à Kiroti, allez-y à Kisoso, allez-y à Fossédep, partout. À Imbaya Pharmacie, c'est tout près de chez nous ici. Même au niveau de Coloma Marché, voilà. Les ordures ont bloqué la circulation. C'est ça. Et ils voient, c'est le démembrement des communes. Ils savent qu'il n'y a pas de transfert du tout. La faute à qui? À l'État. C'est à l'État central. Très bien. S'il y a les infrastructures, je pense que les problèmes seront résolus. Alors, plus de 50% de ces déchets sont solides à travers les bouteilles d'eau en plastique, les sachets en plastique. Il y avait eu un décret qui avait annoncé justement
progressivement de l'abolition de l'utilisation des déchets non biodégradables. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution fondamentale vers laquelle il faut passer pour pouvoir minimiser l'état d'immondice que nous connaissons ici? C'est une réalité. Très bien. Partout où nous avons été, ces déchets plastiques sont moins, on les retrouve de moins en moins dans les villes. Que ce soit à Cotonou, à Abidjan, là, c'est les emballages en papier. Biodégradables qu'on voit. Maintenant, ce n'est pas les déchets plastiques. Je pense que ce décret est tombé à pic et ça doit être suivi. Ça doit être suivi par le ministère qui est en charge de l'assainissement avec les industries qui produisent ou qui importent ces genres de produits pour diminuer la quantité. Alors moi je demande, si vous avez un message aujourd'hui à lancer auprès du ministre en charge de l'assainissement de la ville de Conakry, il faut le dire, qu'allez-vous dire? Pour qu'il réussisse dans sa mission, c'est mon souhait le plus ardent, parce que quand lui est sous, c'est la Guinée qui a tué. Mon souhait, c'est qu'il réussisse dans sa mission. C'est de diagnostiquer les vrais problèmes et aller exposer ça à ses supérieurs hiérarchiques, le Premier ministre ou le Président, afin qu'on trouve la solution maintenant là. Et ces problèmes, c'est connu de tous. C'est le problème d'infrastructure, c'est le problème de matériel et c'est le problème de financement. L'État doit mettre à sa disposition, on lui a confié l'assainissement. Ça doit être accompagné par les moyens. Ça doit être accompagné par d'énormes moyens. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. C'est une réalité. Il n'y a pas de décharge. Les zones de transit et de tri, c'est nous, je vous disais que Conakry était plus grande que Cotonou. Ouais. Chez nous, ici, on a que 25 à Conakry. À Cotonou, nous avons 39. Là, il y a 39 zones, il y a plus de 39 zones de transit et de tri. Ouais. Et les déchets sont... Et chaque PMI là-bas a sa propre espace de travail. Ouais. Et c'est ce qui nous manque ici. C'est structuré. C'est structuré. Ouais. C'est structuré. Tout le monde, tous ceux qui sont sur la chaîne est valorisée là-bas. Quand vous voyez aujourd'hui, nous travaillons avec les jeunes lyonnais, les étrangers qui font le travail de boyards chez nous. Ouais. Mais au Bénin, c'est les Béninois eux-mêmes. Parce que le métier est valorisé chez eux. Évidemment. Quand vous les voyez habillés dans leur tenue propre, tout le monde. Ouais. Tout le monde, c'est cadré, c'est ordonné. Ouais. Je pense que nous sommes venus avec un rapport de mission qu'on va déposer au ministère. Ouais. À l'ANSP, nous étions avec eux déjà. Bien. Ils ont leur copie. On enverra à la primature, à la présidence même. Très bien. Et pour qu'ils prennent connaissance dedans, afin qu'on puisse sortir de cette insalubrité grandissante. Très bien. Sékou Keïta, coordinateur national des acteurs d'assainissement de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Keïta. C'est à moi de vous remercier. Nous marquons une courte pause. Nous reviendrons pour poursuivre cette émission. À tout à l'heure. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit.
Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV et du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement. Dernière ligne droite de cette émission. Merci de nous pratiquer un fait partout. Je vous le disais, sommaire, au Mali. Lancé ce vendredi 5 décembre, la coalition des forces de la République entend fédérer
une opposition non violente face aux militaires au pouvoir, dirigée désormais par l'imam Mahmoud Dicko et l'université chrétienne Fabara Sissoko. Ce mouvement vise le retour à l'ordre constitutionnel, la restauration des libertés fondamentales et l'ouverture d'un dialogue national incluant les groupes armés maliens. Selon les initiateurs, cette plateforme rassemble de personnalités majeures de la société civile et d'anciens responsables politiques dont les noms pour des raisons de sécurité ne sont pas rendus publics. Cette nouvelle dynamique pourra-t-elle faire fléchir les militaires au pouvoir? On se pose des questions. Yamchaché Kamara. Alors justement, l'imam Mahmoud Dicko, vous le savez, qui est-il? Et donc, on sait qu'il était le président du Haut Conseil islamique du Mali. Et en 2020, on a vu sa force de frappe quand il a dirigé un mouvement de contestation et de protestation contre l'ancien président Ibeka. Et à lui seul, il pouvait à l'époque remplir les stades du Mali pour des mouvements de colère contre le pouvoir d'alors. Et depuis la transition dirigée par Assimi Goïta, ces derniers temps, il vit en exil de l'autre côté en Algérie. Et il est devenu silencieux depuis un bon moment. Donc, c'est un retour fracassant de l'homme à un certain moment qui perturbait le sommeil, d'accord, des militaires au pouvoir. Non, de l'autorité d'alors, c'est-à-dire de l'ancien régime. Ibeka. D'accord, Ibeka. Oui. Alors, à travers le nouveau mouvement qu'il a lancé, la nouvelle coalition qui est la coalition des forces pour la République, justement, vous comprendrez que... Une coalition de résistance, dit-on. Une coalition de résistance, puisque le nom même l'indique. Et aujourd'hui, l'imam Mahmoud Dicko n'est pas le seul qui s'est affiché, d'accord, à la tête de ce mouvement qui veut aujourd'hui défendre le Mali et ses intérêts. Pour le moment, on connaît de grandes figures. On a à ses côtés son porte-parole qui est Étienne Sabaka, comment dirais-je, Sissoko. Fakaba, d'accord. Oui. Étienne Fakaba Sissoko, un militaire qui avait été emprisonné sous la transition et qui vit aujourd'hui en exil. Selon ce qu'on a appris, cette coalition, il y a aujourd'hui peut être composé par des acteurs de la société civile, mais aussi les partis civils, les partis politiques, je veux dire. Les acteurs de la société civile. Voilà, les acteurs de la société civile, mais aussi des partis politiques qui sont dissous. Alors ça veut dire que c'est composé par des adversaires du s'il ne faut pas, si vraiment on voit les choses clairement. Y compris certains groupes djihadistes, hein. Justement, pour le moment, le Génim n'est pas annoncé comme partie prenante de cette coalition. Les consultations se poursuivent. Les objectifs le fixent ainsi. Justement. Puisqu'il faut quand même le dire, l'objectif, ce sont le retour à l'ordre constitutionnel selon le communiqué directeur, donc la protection des populations, mais aussi le rétablissement des libertés fondamentales, notamment la presse, la justice, expression, et puis la réparation d'un dialogue national, incluant ainsi les groupes armés maliens. En clair, notamment le JNIM, qui est un mouvement islamique appartenant aujourd'hui à Al-Qaïda. On a aussi affilié à Al-Qaïda. Affilié à Al-Qaïda. On a aussi le mouvement des rebelles, le groupe des rebelles indépendantistes pour de l'Ajawad. Voilà, de l'Ajawad justement. Alors à ce niveau, il faut quand même dire que le dialogue national qui est tant recherché par la coalition des forces pour la patrie, il faut le dire, pour la République du Mali, c'est ce dialogue-là aujourd'hui. Alors, est-ce que l'imam Mahmoud a toute la carte en main, ou a toutes les cartes en main pour diriger ou pour réussir ces objectifs qui sont cités, puisqu'il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, l'objectif principal pour les militaires aussi au pouvoir, c'est la pacification du Mali. C'est à la recherche de cette même paix-là sur quoi on doit dialoguer, sauf que
la coalition des forces pour la République du Mali voit autrement à ses propres perspectives. Justement. Il faut donc commencer par dialoguer avec les forces armées, toutes les forces armées d'ailleurs, y compris peut-être les forces militaires au pouvoir, sans exclure également les djihadistes, notamment le JNIM qui impose un embargo depuis plusieurs mois aujourd'hui sur le secteur pétrolier du Mali. Des attaques djihadistes, ne serait-ce que le samedi dernier, vous avez vu, ont également repris sur le convoi des citernes d'essence, entre autres. Et donc aujourd'hui, il y a un véritable problème de ce côté-là. Imam Mahmoud Dicko, c'est une grande figure de proue, d'accord, de mouvement de contestation du côté du Mali. Mais à quoi va servir cette coalition, étant donné que lui-même il vit en exil, et lui et son porte-parole? Les autres forces vives qui sont annoncées, il faut quand même dire, sont annoncées sous anonymat. Ils restent sous anonymat. Pour des raisons de sécurité, dit-on. Pour des raisons de sécurité, dit-on, selon eux, selon son porte-parole. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est aujourd'hui la représentativité aujourd'hui de cette coalition des forces de la République du Mali. Mais ce qui est sûr, l'imam Mahmoud, à lui seul, je l'ai rappelé, lui c'est une grande figure de proue et on en a vu dans les années 2020 combien de fois il peut un peu remuer sa capacité de nuisance. Voilà, il peut remuer, s'il faut le dire, le pouvoir malien. En tout cas, de par le passé, il avait une grande écoute du côté de la population malienne. Est-ce que depuis l'Algérie, son exil, il peut encore faire le même, il peut encore faire le même rassemblement, il peut encore faire la même mobilisation? Alors aujourd'hui, ce sont des questions à se poser, entre autres. Mais ce qui est sûr, l'homme n'est pas n'importe qui. En attendant, on a quand même besoin de citer des problèmes peut-être qui ont poussé à la mise en place de ce mouvement de protestation et de résistance. Vous allez comprendre que depuis un bon moment, on fait du côté des politiques des dénonciations pas les moindres, puisque depuis un bon moment, vous vous rappelez la dissolution des partis politiques au Mali. Aujourd'hui, on a la réduction au silence des voix dissonantes ou des voix discordantes du côté des Mali. Donc aujourd'hui, la liberté d'expression est un peu, s'il faut le dire, est inexistante. Mis sous l'éteignoir, tout simplement. Voilà, est inexistante. Donc c'est quand même des problèmes, entre autres, qu'il faille aujourd'hui corriger. Et à l'absence aujourd'hui des partis politiques dignes de nom, à l'absence de la société civile digne de nom, il faut une coalition, ou peut-être qui viendra pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Donc les jalons sont donnés depuis l'extérieur. On en verra ce que ça va donner, mais pour le moment, ça fait beaucoup de bruit dans la sphère sociale malienne. Mohamed Loba, le mouvement se veut non violent, mais qui inclut quand même toutes les forces, disons, politiques, militaires, mais aussi de la société civile. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce dialogue annoncé se fera justement sans les autorités en place, quand on sait aujourd'hui le cordon est complètement coupé entre ces différents acteurs-là et les militaires au pouvoir? Alors, les intentions quand même du pouvoir de Bamako sont connues, il faut le dire, parce que ces derniers temps-là, on n'a pas cessé d'en parler. Et ici même, il y a eu beaucoup de mouvements. Si on parle de mouvements, notamment de contestation d'abord à l'interne, entre 2023 et 2024. Et finalement, depuis l'association du Mali, Burkina Faso et le Niger, nous avons vu réellement une autre face ou une autre facette, disons, du pouvoir de Bamako, conduit aujourd'hui par le général Assimi Goïta. Il faut quand même souligner que c'est très difficile. C'est vrai que nous connaissons la capacité ou la force de mobilisation de l'imam Dicko,
Mais il faut souligner que c'est très difficile en Afrique de faire une guerre par procuration et la réussir. À moins que vous soyez quand même appuyé par l'Occident. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est vrai, on va en parler... À travers la manipulation occidentale. À travers la manipulation occidentale. Aujourd'hui, l'imam Dicko est dans une position, c'est-à-dire très inconfortable, il faut quand même le dire, parce qu'il vit en exil. Nous avons vu même ici en République de Guinée, la force de mobilisation, si vous n'êtes pas au pays, ça va être très compliqué sur le terrain, parce que vous n'êtes pas maître des lieux. Ça va être très compliqué. Vous ne pouvez pas avoir toutes les cartes à jouer. Mais c'est aujourd'hui, vous ne pouvez que être derrière votre téléphone, appeler par exemple, soit peut-être à une insurrection, appeler à une mobilisation, appeler à une contestation. Ça ne peut pas marcher à tous les coups et être sur les réseaux sociaux. Nous avons vu par exemple le cas camerounais avec l'opposant ou le candidat malheureux à l'élection d'octobre dernier. Issa Kiroma, qui s'est exilé en Gambie finalement. Vous voyez, après tout, ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport à ce combat-là, pourquoi d'ailleurs, il faut se poser des questions, pourquoi on n'a pas, ou certains membres de cette association ont préféré requérir l'anonymat? C'est une autre question qui se pose. Parce qu'on ne peut pas être sur le territoire malien et... Vous comprenez? Ça veut dire déjà qu'on est en train de faire une guerre, on a peur déjà des représailles. Parce que souvent, aujourd'hui, au Mali, au Niger, peut-être au Burkina Faso, on va un peu épargner, les voix dissonantes quand même. On sait, c'est la même chose. On sait que, non, peut-être si on regarde aujourd'hui le volume, c'est quand même de répression. Le volume de répression, le Mali aujourd'hui occupe le premier rang. On vient d'arrêter plus de 4 imams au Burkina Faso. Le Mali occupe le premier rang. Si vous prenez la presse, si vous prenez la classe politique, et au Niger encore, c'est encore pire. Vous allez comprendre que ça pourrait paraître comme étant une bonne revendication, notamment parce qu'avec l'aspect pacifique... Mais par endroit, ces militaires n'ont pas tort, Mohamed, par endroit. C'est à vous de me le prouver. Justement, je vous le prouve parce que tout simplement aujourd'hui, ils font face à une menace occidentale. Ça fait l'ombre d'aucun doute aujourd'hui. Cela ne peut pas s'expliquer. Cela ne peut pas s'expliquer par la privation, par exemple. Suis-moi jusqu'au bout, Mohamed. Suis-moi jusqu'au bout. Ce sont des mesures de précaution par endroit, ce qu'il faut comprendre. Quand vous prenez le Burkina Faso, c'est notre confrère Traoré qui nous disait qu'il y avait eu plus d'une dizaine de tentatives de coup d'État contre le régime d'Ibrahim Traoré, et cela par la complicité de certains burkinabés. Et nous avons vu effectivement ici des militaires qui étaient en connivence avec les autorités ivoiriennes, ça a été dit ici, et justement qui voulaient le renverser. Et nous connaissons aujourd'hui les relations entre la Côte d'Ivoire et les autres États qui composent l'AES, mais aussi Paris-Cochet avec Paris aujourd'hui qui fait flèche de tout bois quand même pour pouvoir déstabiliser. Paris également qui se dédouane de tout, hein, qui se lave les mains de tout, et puis voilà, qui s'innocente. Enfin, dans toutes les affaires où on l'accuse, le cas béninois, on va revenir dessus tout à l'heure. Et pour le moment, je vous l'ai dit, à moins qu'il y ait une manipulation occidentale derrière. Sinon, ce mouvement qui n'est là, déjà on a peur de donner nos noms ou nos positions, parce que si vous regardez, c'est l'identité seulement que des personnes qui vivent en exil aujourd'hui, qui restent quand même connues dans cette lutte aujourd'hui engagée par l'imam Dicko. Pour le moment, sur le terrain, ce que les intentions, c'est-à-dire d'en découdre avec le pouvoir, même si on nous annonce l'aspect pacifique, ça va être très difficile de le réussir. Et de l'autre côté, moi, je ne peux pas quand même, disons, saluer ou apprécier, c'est-à-dire ces faits du pouvoir de Bamako sur le terrain, notamment ces faits qui vont jusqu'à la privation des libertés fondamentales, des droits des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, la presse dans ce pays-là est muselée, si vous regardez, la société civile est heurtée, à chaque occasion, il faut le dire, la classe politique est aujourd'hui persécutée, donc c'est très difficile pour moi d'apprécier ce qui se passe au Mali. Et par rapport à ce mouvement-là, appeler à un dialogue, notamment, je crois que cela, c'est un autre pilier quand même de la démocratie. Il faut privilégier le dialogue de façon pacifique. Je crois que c'est dans cela qu'on peut trouver une solution. Tous les arguments aujourd'hui avancés par le pouvoir de Bamako, ce ne sont pas tous ces arguments qu'il faut prendre en compte. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a une lutte acharnée contre le djihadisme, que le Mali fait
quand même face à une insécurité grandissante, chaque jour qu'au défait ou chaque 2 semaines, on assiste à des attaques par-ci et par-là, il faut encore une nouvelle fois requérir la force publique, il faut encore une nouvelle fois penser à toutes ces classes-là pour faire de cette lutte-là un combat qui peut prospérer. Bien. Alors, au Bénin également, après la tentative de coup d'État survenue dans la matinée de ce dimanche, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce le déploiement immédiat de sa force militaire en attente pour appuyer les forces républicaines béninoises afin de préserver l'ordre constitutionnel. Le président béninois Patrice Talon est apparu ce dimanche soir dans une allocution diffusée en direct à la télévision nationale. La situation est maîtrisée, cette forfaiture ne sera pas impunie. Une dizaine de militaires seraient mis aux arrêts, d'autres en fuite, a-t-il déclaré. Cette question, comment peut-on interpréter cette énième tentative de coup d'État dans un espace sous-régional secoué par une instabilité politique et sécuritaire? Des questions qu'on se pose quand on sait effectivement que aujourd'hui, Mohamed, le Bénin a été à un certain niveau secoué quand même par le terrorisme au niveau du nord du Bénin. Il y a Patrice Talon qui avait justement annoncé de ne pas se présenter pour un 3e mandat, même si on en a juin. Son dauphin est connu en ce qui concerne la mouvance présidentielle. On se pose des questions avec toute la lucidité. À qui profite ce coup d'État ou cette tentative, Mohamed? Avec un autre coup d'État qui, selon beaucoup d'observateurs aujourd'hui, ressemble à celui qui a été quand même orchestré du côté de la Guinée-Bissau, il faut le dire. Il y a beaucoup, Mohamed? Effectivement, il y a beaucoup qui... Pour quelle fin alors? C'est toute la question. Pour quelle fin? Bien. Pour encore conforter l'homme dans sa position, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a de très beaux discours. Quand vous regardez l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir en 2016, c'est-à-dire son premier mandat, son 2e mandat, il faut dire qu'il y a eu stabilité du côté du Bénin. Ça, ce n'est pas à cacher aussi. Mais ces derniers temps, quand même, il y a un certain autoritarisme quand même qui a caractérisé la fin de règne ou la fin du pouvoir de l'homme, il faut le dire, allant jusqu'à la privation de liberté, notamment à bafouer des droits des uns et des autres, et surtout aussi la persécution d'acteurs politiques, notamment le chef de file de l'opposition qui aujourd'hui a été récusé carrément vis-à-vis de cette élection en vue pour le mois d'avril. Il faut dire aujourd'hui il y a beaucoup d'aspects, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu cette révision constitutionnelle. De 5 ans, on est passé pour le mandat présidentiel. De 5 ans, on est passé à 7 ans. C'est vrai que le président s'est retiré. Il a dit non, il ne va pas se présenter. Vous l'avez rappelé que ce n'était pas nécessaire parce que déjà, la limitation du nombre de mandats était déjà connue. Ce n'était pas nécessaire de le rappeler. Mais donc on pouvait dire quand même que c'est rare en Afrique aujourd'hui de voir des présidents qui peuvent servir un mandat, 2 mandats et de leur propre chef décider de partir. C'est très difficile. Donc il y a cet aspect qui était à saluer. De l'autre côté, il y avait quand même des combines politiques qui naissaient dans l'ombre, notamment la création du Sénat. Et le Sénat qui pourrait, notamment le président qui va venir, qui va occuper la tête de ce Sénat-là, qui va surplomber quand même le pouvoir, notamment du président de la République. Ça se passe un peu partout aujourd'hui en Afrique, au moins dans un président du Sénat plus puissant que le président de la République. Un président du Sénat plus puissant que le président de la République. Alors aujourd'hui, c'est la vision ou la volonté, le souhait même, disons, l'intention cachée de Patrice Talon, l'intention qu'on lui vend aujourd'hui, qu'il songerait quand même à occuper cet autre fauteuil-là après l'exercice disons, de ces 2 mandats. Donc il faut aujourd'hui... À la forme Yassimbe aussi. Évidemment, peut-être avoir la possibilité... Premier ministre plus fort que le président. Ça, c'est un. L'autre aspect, c'est le fait aujourd'hui de récuser carrément le principal opposant, c'est-à-dire qui pourrait notamment tenir tête à celui de la mouvance. Et quelle est l'identité aujourd'hui des personnes qui seraient quand même candidates au niveau de la mouvance présidentielle au Bénin? L'identité de cette personne-là fait aujourd'hui écho dans le paysage politique et ça prête à débat et finalement ça donne beaucoup d'intentions ou ça prête beaucoup d'intentions
de manipulation, notamment de Patrice Talon, de rester encore dans les grandes décisions, notamment occuper le Sénat. Donc il faut aujourd'hui comprendre les choses. Et si vous regardez également la nature même de ce coup d'État, qui ressemblait à un sketch, disons quand même, de mauvais goût, parce que vous regardez les personnes qui semblent orchestrer ce coup d'État, qui ne s'entendent même pas entre elles. Donc de l'autre côté, vous avez une conclusion facile à tirer, parce qu'on a pris d'assaut que, disons, le siège de la télévision nationale, et le matin de ce dimanche vers 7h30, il y a quand même des coups, notamment des tirs en rafale qui ont quand même retenti du côté de Cotonou, notamment autour de la résidence de Patrice Talon. Il faut dire que aujourd'hui, que ce coup d'État ressemble beaucoup à celui qu'on a connu récemment, une semaine juste Yamoussa, du côté de la Guinée-Bissau. Camara, la CEDEAO, comme par enchantement, annonce le déploiement immédiat de sa force en attente, et on a vu sur le terrain quand même l'armée nigériane qui aurait intervenu justement pour tirer justement sur des sites ciblés dans lesquels justement s'est caché ce qui serait justement les auteurs de ces coups d'État. La question qu'il faille se poser, est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO justement a cerné sa position qu'elle doit justement entreprendre pour la préservation, entre autres, de l'ordre constitutionnel dans les États qui composent la CEDEAO? La préservation de l'ordre constitutionnel, c'est quand même une phrase qui sonne très bien à l'oreille, mais ce qu'il faut dire dans le cas express, là, il ne faut pas compter sur les forces en attente, puisqu'on nous a déjà dit que le coup d'État était déjoué. Vous avez vu très, très prématurément, il y avait le ministre de l'Intérieur qui avait pris la parole, ensuite le ministre des Affaires étrangères. Et dans la soirée, il y avait le président Patrice Talon qui a aussi pris la parole pour dire que non, tout est OK, des citoyens peuvent vaquer à leur occupation. Alors, on peut déployer les forces en attente pour faire quoi dans le cadre de la préservation de l'ordre? Pour appuyer les forces républicaines béninoises, dit-on. Constitutionnel, les forces républicaines béninoises se sont montrées à la hauteur quand même. On a salué leur sens de forces loyalistes. Voilà, on a salué dans leur sens de bravoure, même dans les différents communiqués qui ont été rendus publics par le pouvoir de Talon. Le coup d'État est déjoué. Là, moi je pense que la CEDEAO devrait avoir une autre alternative au lieu d'annoncer un déploiement des forces en attente pour appuyer les... Mais pourtant ça appuie, hein? Oui. Selon nos informations, il y a eu même une frappe. Des frappes, oui. Je dis de l'armée nigériane. Des frappes, oui. C'est à travers les avions de chasse, dit-on. C'est peut-être ce qu'on attendait. Oui. Qui sait ce qui est... quelle est la face cachée. Ouais, ça peut être un prétexte aussi pour des ambitions inavouées. Pour des ambitions inavouées, vous avez tout. Peut-être que tout était là. La CEDEAO peut-être était aussi restée pour dire attendons, on allait voir passer. Même moi, jusqu'à hier, j'attendais, d'accord, à ce que Patrice Talon lui-même prenne la parole pour dire exactement ce qui s'est passé. Et dès que j'ai vu son communiqué, j'ai dit oui, le coup d'État est déjoué. Alors, Mohamed l'a rappelé, il y a jusqu'ici, il y a des doutes qui existent dans la tête de beaucoup d'observateurs, parce qu'il y a des commentaires qui vont bon train depuis cet autre coup d'État qui est l'autre tentative de coup d'État qui est intervenue du côté de Bénin. Il y a des observateurs, il y a des commentaires quand même qui vont crescendo et qui pour dire que peut-être ça ressemble à un coup d'État ou à une tentative de coup d'État similé comme ce qui serait passé peut-être du côté de la Guinée-Bissau, mais sauf que les procédés sont pas les mêmes, puisque cette fois-ci on a quand même vu un groupuscule de militaires, comme ça a été dit dans le communiqué. Les intelligences peuvent différer. Voilà, un groupuscule de militaires, comme ça a été dit dans le communiqué, pour dire qu'on a maintenant le pouvoir, mais c'est quand même cinématographique. Voilà, il faut le dire. C'est quand même cinématographique. On ne peut quand même pas dire qu'on a fait un coup d'État, on a maintenant le pouvoir, étant donné qu'on ne sait même pas où se trouve le président en exercice de pouvoir. Donc c'est un peu compliqué. Les raisons peut-être aujourd'hui qui ont tout poussé, on a vu les mutins expliquer. Un comité de militaires pour la refondation. Voilà, ils ont évoqué des situations d'ordre économique, social, politique, mais aussi d'ordre sécuritaire. Alors tout ça,
ça n'aura pas lieu puisque la situation a été vite maîtrisée. Bien. Et je ne pense pas si la CEDEAO a raison avec ses forces en attente. Puisque Bien. le coup d'État ou la tentative... On est pris elle est déjà carrément par désolée. le temps. C'en est de la terminé CEDEAO, pour si ces vous numéros permettez. de ce matin. On continuera certainement demain sur ce sujet-là. On est fondamentalement pris par le temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Yamsa Cheikh Kamara. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous, Mohamed Loba. À la technique, merci à Fanta Damaro. Merci à Fatmata Kaba pour la télé, Fanta Damaro pour la radio, bien entendu. À la réalisation, Michel Ouamono. Merci à tous de nous avoir suivis. On se reprend demain si tout va bien. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences.